Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Nouvel envoi d'une assistance humanitaire en Somalie suite aux dernières intempéries provoquées par le passage du cyclone Sagar et à la montée des eaux fleuves Chabelle. Et dans l'actualité internationale au Kenya, au moins 3 morts confirmés après l'effondrement d'un bâtiment. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Suite aux dernières intempéries provoquées par le passage du cyclone Sagar et à la montée d'eau fleuve Chabelle qui est sorti de son lit, les populations vivant donc au bord, dans les bordures du fleuve ont été sévèrement touchées par ces intempéries. Elles ont dû abandonner leur village et leur localité inondée. Face à l'ampleur, les dégâts qui ont entraîné le déplacement des milliers de sinistrés, le gouvernement djiboutien poursuit ses efforts visant à apporter assistance à ces populations victimes d'une catastrophe. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, Ismaïl Marguerite, a envoyé un convoi d'aide humanitaire dans les localités de Qubhanle et de Defoye placées sous juridiction administrative de la ville de Baladweyne. Ces premières aides humanitaires d'urgence sont constituées de vivres, de couvertures et de médicaments. Plus de 300 familles ont reçu des sacs de riz, des cartons de pâtes, de la farine, du sucre, des dattes et de l'huile. Le lieutenant arabe faisant partie du bataillon Hill 5 a remis au nom du chef de l'État l'assistance aux élus locaux en présence du gouverneur de la région de Baladweyne. Et bien, lors de cette distribution de l'aide humanitaire octroyée par le président de la République, Ismaïl Marguerite, aux sinistrés de Baladweyne, la République de Djibouti a été largement remerciée, en l'occurrence le chef de l'État, pour ses efforts constants en faveur des sinistrés. Et cette réaction intervient des élus et le gouverneur de la région de Baladweyne. De leur côté, les autorités de la région ont remercié également ce soutien qui vient à un point nommé. Retour au pays où le ministre de la Santé, Dr Jamael Meoukiye, a reçu aujourd'hui dans son bureau Koji Yonetani, ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti. L'entrevue a porté sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération existantes entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim, Dr Saïd Ghele. L'ambassadeur japonais a annoncé au ministre l'arrivée prochaine à Djibouti d'équipements médicaux de pointe pour les services de cardiologie et de chirurgie de l'hôpital Pelletier. Selon l'ambassadeur, ces équipements seront donc disponibles dès les mois de novembre prochain. Je vous propose de les suivre. Oui, le niveau de service pour soigner des maladies ici dans ce pays. Et ces équipements médicaux vont arriver dans les mois à venir. Donc en attendant avec beaucoup d'impatience de l'arrivée de ces matériels, et on aimerait bien témoigner l'arrivée et puis la contribution efficace de ces matériels aux services rendus dans les établissements médicaux de ce pays. Selon le ministre de la Santé, le coût de ces équipements est évalué à près de 2 millions de dollars. À travers cette aide, le Japon va renforcer les moyens des équipements de chirurgie et de cardiologie. Le ministre de la Santé a remercié en ce sens l'ambassadeur Koji Yonetani et a réaffirmé l'importance que revêt pour le gouvernement de Djibouti cette coopération multiforme. Écoutons les propos du ministre. Il y a un projet de l'ordre de 2 millions de dollars d'acquisition de matériel de cardiologie interventionnelle. C'est-à-dire tout ce qui est pose des stents, débouchement des veines, des artères, ainsi de suite. Et on a eu la bonne nouvelle que le projet a été lancé au niveau du Japon, l'appel d'offres a été fait. L'entreprise Toshiba, qui est une des plus grandes entreprises au niveau mondial, a eu l'appel d'offres. Les appareils ont été presque finis. Maintenant, il y a l'envoi qui est en train de se préparer et en novembre, début novembre, nous aurons tous les équipements de pointe de l'ordre de 2 millions de dollars qui seront ici. Et si à chaque fois nous étions obligés d'envoyer à l'extérieur du pays une personne
pour une thrombose ou lorsqu'une veine se bouche ou lorsqu'il y a une veine qui se rétrécit ou lorsqu'il y a un problème cardiaque. Cela sera une vieille histoire dès que ce matériel viendra et que nous aurons à Djibouti une technologie de pointe offerte par nos frères du Japon qui fera le débouchage des artères, des veines, au niveau de mettre les stents, l'opération des valvules du cœur. Dans ce cas-là, alhamdoulilah, ce sont des équipements vraiment importants et de pointe. Et nous avons déjà envoyé en formation les personnels qui vont s'occuper de ce matériel. Et il y a une autre partie qui ira au Japon pour pouvoir se familiariser avec ces équipements et venir avec des connaissances dans ces équipements. Donc, encore une fois, remercier le Japon et plus particulièrement l'ambassade ici à Djibouti. Et nous comptons que notre coopération soit plus fructueuse et que nous puissions travailler plus davantage pour renforcer encore l'amitié et la fraternité entre les deux pays, mais aussi pour que la population de Djibouti puisse avoir chaque jour une expérience ou profiter des matériels de pointe de ce pays ami et frère. L'ambassadeur aussi nous a parlé d'autres entreprises qui voudront nous envoyer de matériel à travers l'ambassade et nous avons signifié notre gratitude et notre accord pour cela. Comme vous le savez, si des relations extraordinaires se sont ici entre notre pays et les pays amis et frères, tout ça est grâce au président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui ne ménage aucun effort pour que l'image de la République de Djibouti à l'extérieur du pays soit une très bonne image. Autre actualité concernant le département de la santé, mais cette fois-ci avec une remise des véhicules de transport aux différents hôpitaux de la capitale et des véhicules de fonction aux médecins spécialistes fraîchement sortis de leur spécialisation. C'était hier. Au total, 14 véhicules ont été remis. 4 véhicules de transport ont été acquis également pour renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des médicaments. Ils sont destinés à la centrale d'achat des médicaments notamment et aux hôpitaux de référence. Quant aux 10 autres véhicules, ils sont destinés aux médecins spécialistes et aux cadres administratifs exerçant dans les différentes structures du département de la santé. L'objectif de cette initiative est double et il s'agit par ce biais de renforcer le parc automobile mais aussi d'améliorer le circuit de distribution des médicaments et des matériels destinés aux hôpitaux ou centres hospitaliers des régions. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a exhorté donc les responsables des entités récipiendaires à prendre grand soin de ces véhicules à travers la mise en œuvre d'un plan de maintenance adéquat. Nous avons distribué 100 véhicules à tous les médecins spécialistes du pays auparavant. Aujourd'hui, il y a 5 nouveaux médecins qui sont rentrés et nous avons l'honneur aussi à leur attribuer chacun à son véhicule de fonction à ces 5 médecins. Que ce soit la dame l'ophtalmologue, que ce soit l'urologue, que ce soit l'endocrinologue, tous et l'orthopédiste, ils ont eu leur véhicule aujourd'hui. Après ça, nous avons aussi voulu améliorer aussi les conditions des responsables du département de la santé. Donc, 3 hôpitaux ont eu, leurs directeurs généraux ont eu des véhicules et 2 directeurs techniques et administratifs aussi ont eu 2 pick-up neuves. Après cela, il y a des véhicules utilitaires tels que les DINA que vous voyez ici, les 4 DINA, sont achetés 2 pour les 2 grands hôpitaux et 2 pour la CAM pour pouvoir livrer les médicaments de manière efficace. Cela renforcera encore la motivation et aussi le travail du département de la santé et de son personnel. Et nous comptons, Inch'Allah, continuer sur cette voie. Il y a 3 autres hôpitaux dans lesquels leurs directeurs généraux ont droit aussi à avoir un véhicule digne de ce nom, que ce soit l'hôpital Shakib, que ce soit l'hôpital Al-Husseina ou l'INSPD. Et bientôt, eux aussi, nous avons commandé et bientôt ils l'auront.
En bref, et en image, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samdié, se trouve à Genève où il participe aux travaux de la 107e session de la Conférence internationale du travail. Le ministre est à la tête d'une importante délégation comprenant des syndicalistes et des représentants du secteur privé. La République de Djibouti a officiellement déposé l'instrument de ratification du protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé. La cérémonie de dépôt de cet instrument juridique a été donc signée entre Moussa Oumarou, directeur général adjoint de l'OIT, et la directrice du travail à Djibouti, Madame Ikram Awali Farah. En marge donc de cette conférence, le ministre du Travail a eu un entretien avec son homologue koweïtien. Les discussions ont porté donc sur les possibilités d'emploi au Koweït des jeunes djiboutiens. Le ministre du Travail djiboutien a exprimé donc ses remerciements au directeur général de l'OAT et a salué le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Les épreuves du baccalauréat professionnel, donc technique, et les examens du brevet ont démarré simultanément hier au district donc, de Tadjoura à la Ville-Blanche pour se poursuivre jusqu'au mardi, demain 5 juin. Tous les candidats ont été regroupés au lycée technique de Tadjoura pour passer donc ces épreuves. L'effectif des candidats ayant participé à ces examens s'élève à 106 jeunes, filles et garçons. A précisé que les candidats se présentant pour les épreuves des BEP industriels ont déjà composé sous forme de contrôle en cours de formation. Il s'agit d'épreuves pratiques de mise en œuvre, outre donc les examinateurs sur chaque site. L'examen se trouvait un assistant du président de jury. Social à présent avec cette distribution d'aide alimentaire dans la région de Lakassal. 150 familles vivant dans ces environs ont reçu une assistance alimentaire offerte dans le cadre donc, par des cadres, des dirigeants des sociétés chinoises qui exploitent le sel dans la région de Lakassal. Ces trois sociétés étant China Arbor, China Djibouti Chemical Industry et Salt Investment. La distribution des vivres s'est déroulée sous la supervision Habib Djilani, adjoint du préfet de la région, et le sous-préfet du Lakassal, Mohamed Oudoum, et des chefs coutumiers. L'adjoint du préfet de Tadjoura, Habib Djilani, a donc à remercier les responsables des sociétés chinoises pour leur soutien à des familles démunies habitant dans les environs du Lakassal. Les bénéficiaires de cette assistance se sont donc également réjouis de ces vivres en pleine période du mois béni du Ramadan. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ali. Nous entamons avec l'Ouganda où le Parlement est contre l'importation des vieilles voitures, tout comme Djibouti. Tout à fait Ali, le Parlement ougandais a adopté une loi interdisant l'importation de voitures, de véhicules de plus de 15 ans, une mesure destinée à lutter contre la pollution de l'environnement et à réduire les accidents de la route imputés aux vieilles voitures. La question de la pollution de l'environnement et de la sécurité routière est au centre des débats cette semaine dans le pays qui a observé 3 jours de deuil national après qu'un accident de bus ait tué 20 personnes la semaine dernière. Kampala est considérée comme l'une des villes les plus polluées d'Afrique. Cependant, les importateurs de voitures avertissent que l'interdiction des véhicules d'occasion entraînera des pertes d'emplois. Pour encourager les Ougandais à acheter des voitures plus récentes, les parlementaires ont supprimé une taxe environnementale sur les voitures de moins de 8 ans. Les voitures neuves sont plus chères du fait des taxes supplémentaires de plus de 50% l'année dernière. Les Ougandais ont importé en moyenne 2500 voitures d'occasion par mois. Et nous enchaînons donc au Kenya, où au moins 3 morts confirmés après l'effondrement d'un bâtiment. Et oui Ali, au moins 3 personnes ont été confirmées mortes et plusieurs autres pourraient être prises au piège après qu'un immeuble de 5 étages se soit effondré dans un quartier résidentiel de Nairobi. Le Kenya a connu des tragédies similaires dans le passé. Un total de 49 personnes sont mortes en avril 2016 lorsqu'un immeuble de 6 étages dans un quartier pauvre du pays s'est effondré lors d'une forte averse nocturne.
Et cette crise politique à Madagascar, le Premier ministre a annoncé sa démission. Tout à fait. Donc, depuis fin avril, l'opposition manifeste quotidiennement à Madagascar pour tenter de sortir de l'impasse. La Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a ordonné le 1er juin la cessation des fonctions du Premier ministre et du gouvernement le 5 juin 2018 au plus tard. Le nouveau gouvernement du consensus doit être nommé au plus tard le 12 juin selon un calendrier fixé par la haute juridiction. Donc, la Cour constitutionnelle est composée d'une équipe qui doit refléter les résultats des élections législatives de 2013. Cette injonction suscite un vif débat entre les régimes de ses adversaires qui revendiquent tous les deux la majorité qu'un parlement ou de nouveaux élus ont changé de camp. Et nous terminons avec un mot de sport, surtout en foot. Le mondial 2018 approche à grands pas. Moscou a accueilli les trophées à quelques jours de ce coup d'envoi. Et oui, Ali, c'était donc ce matin, après une tournée mondiale de 9 mois, donc dans plus de 50 pays, le très convoité trophée de la Coupe du Monde est arrivé à Moscou. La star de foot allemande, donc Lothar Matthäus, a dévoilé la Coupe en or avec des officiels russes de la FIFA près du Kremlin. Donc, selon le footballeur, le football nous unit tous, quel que soit l'âge, peu importe notre pays d'origine, le football est toujours avec nous. Les fans du foot restent optimistes par rapport à la performance de la Russie. Le tournoi, qui va durer un mois, commence donc le 14 juin. Il se déroulera sur 12 sites repartis dans 11 villes de Russie. Merci Fardous Hussein pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.